Alors, dans ce contexte de crise et d'efforts de relance post-Covid, quel enjeu et quel défi pour l'émergence du continent? Il faut d'abord rappeler l'ordre des grandeurs. L'Afrique, je le répète souvent, c'est 30 millions de kilomètres carrés et plus de 1,3 milliard d'habitants. Selon la Banque africaine de développement, rien que pour les infrastructures, les besoins du continent se situent entre 130 et 170 milliards de dollars par an. C'est dire que si l'aide peut contribuer à régler une urgence sectorielle, elle ne peut satisfaire les énormes besoins en route, en autoroute, en infrastructure globale, centrales électriques et autres infrastructures indispensables à l'émergence de notre continent. En plus de nos efforts internes de mobilisation de ressources, il faut repenser la gouvernance économique mondiale pour favoriser les conditions de financement de l'émergence du continent. À mon sens, les réformes doivent porter sur 6 domaines au moins. 1. Il s'agira d'assouplir les règles de l'OCDE pour les prêts, crédits, exports et allonger les maturités pour les financements de projets d'infrastructure du développement. Ce débat, nous l'avons déjà eu à Paris au mois de mai et nous continuerons à l'avoir certainement lors du sommet Union européenne, Union africaine du mois de février de l'année prochaine. Deuxièmement, il faut corriger les règles d'évaluation du risque d'investissement en Afrique, puisque la perception de ce risque reste toujours plus élevée que le risque lui-même. Promouvoir davantage le financement mixte, combinant fonds concessionnels et financements commerciaux. 4. Alléger et simplifier les procédures d'instruction des dossiers de financement des projets, bien sûr dans le respect des règles de transparence, parce qu'il n'y a pas incompatibilité entre la diligence et la transparence. 5. Assurer une transition énergétique juste et équitable selon le principe de la responsabilité commune mais différenciée et définir une période de transition pour la question de l'énergie sur nos économies émergentes. 6. Améliorer les règles du système fiscal international pour que l'impôt soit payé là où la richesse est créée, c'est-à-dire dans le pays où une société mène ses activités et tire ses profits. À ce sujet, l'adoption par le G20 de la proposition américaine pour l'instauration d'un impôt minimum de 15% afin de dissuader le recours aux paradis fiscaux va certainement dans le bon sens, tout comme l'émission historique de 650 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux au niveau du Fonds monétaire international. Je voudrais saluer ici les pays qui se sont engagés pour réallouer à l'Afrique une partie de leur DTS. Ainsi, l'Afrique a pu disposer de son quota, qui n'était que de 33 milliards de dollars, pour renforcer sa résilience sanitaire, atténuer en partie l'impact de la crise et amorcer la relance économique. C'était le premier objectif du sommet de Paris, je le rappelais, de mai dernier sur le financement des économies africaines. Travaillons maintenant sur le deuxième objectif, qui est celui de la réallocation aux pays africains selon des modalités à convenir de 67 milliards de dollars mobilisables sur les DTS des pays riches qui consentent, bien entendu, pour atteindre le seuil des 100 milliards de dollars convenus. C'est ce qui nous rapprochera des 252 milliards de dollars. Désolé pour tous ces milliards, mais c'est important de fixer les chiffres. 252 milliards, c'est ce qu'il nous faut pour contenir le choc de la COVID-19 d'ici 2025. Ça, c'est le Fonds monétaire qui le dit.
D'autre part, l'accès de tous au vaccin et sa production en Afrique reste pour nous une priorité majeure. Je salue les efforts déployés au plan bilatéral et dans le cadre de l'initiative COVAX et je tiens à remercier tous les pays donateurs dans l'initiative COVAX. Mais beaucoup reste à faire pour atteindre nos objectifs de vaccination. Le président Matamela Cyril Ramaphosa, qui coordonne avec engagement la riposte anti-Covid à l'échelle africaine, nous en dira certainement un peu plus.